Mais c'est l'heure tout de suite de l'invité de Paris Direct. Et cet invité, c'est vous aujourd'hui, Bruno Tertré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Et vous publiez avec Delphine Papin du Monde cet Atlas des frontières aux éditions Les Arènes, qui est la nouvelle version d'un ouvrage qui était déjà sorti il y a quelques années. L'ambition, c'est de raconter le monde à travers le prisme de ses frontières. En quoi ce prisme-là permet-il de mieux appréhender les enjeux de notre planète? Parce que les frontières, c'est un peu le baromètre des rapports de force internationaux. Quand on parle de conflits frontaliers, en fait, c'est le symptôme de la maladie. La maladie, ce sont les rapports difficiles entre les États, voisins ou distants. Et les frontières, aujourd'hui, on les retrouve partout, à travers, bien sûr, la question de la pandémie. On les retrouve à travers la question du terrorisme, de la sécurité, à travers la question des migrations, que ce soit du sud vers le nord ou de l'est vers l'ouest. On les retrouve aussi, bien sûr, comme manière d'exprimer le nationalisme grandissant d'un certain nombre d'États, y compris en Occident. Souvenez-vous que M. Trump avait fait toute sa campagne électorale sur ce fameux mur entre le Mexique et les États-Unis. Les frontières sont partout et c'est donc un excellent prisme pour expliquer, pour raconter le monde d'aujourd'hui. Avec un rappel historique important, la cartographie actuelle mondiale qui n'est pas figée, on va y revenir, elle s'est forgée dans le sang, dans la violence? Oui, les frontières, elles se sont parfois forgées de manière pacifique, mais historiquement, ça a été plutôt, encore une fois, des rapports de force entre communautés, entre nations, entre États. La frontière, c'est toujours le produit, c'est un peu de l'histoire transcrite dans la géographie. C'est toujours le produit d'une histoire, bien sûr, parfois une histoire pacifique, de coexistence pacifique, parfois, malheureusement, ça a été, à travers l'histoire, la plupart du temps le cas, une histoire tracée dans le sang à travers les batailles et les conquêtes. Mais je vous rassure, aujourd'hui, les frontières sont beaucoup plus pacifiques qu'elles ne l'étaient il y a 100 ou 200 ans, ou même qu'il y a 50 ou 80 ans. Et la plupart d'entre elles sont désormais assez stables. Vous passez en revue toutefois les grands conflits frontaliers du moment qui sont, et on est bien placé ici pour le savoir, qui font l'actualité. Dernier exemple, parmi tant d'autres, le conflit au Haut-Karabakh qui est un conflit frontalier. Oui, alors le conflit au Haut-Karabakh, c'est assez intéressant. Vous dites que c'est un conflit frontalier, mais nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que justement, les conflits frontaliers reflètent plutôt quelque chose d'autre, qui sont souvent des conflits identitaires, parce que le conflit du Karabakh, c'est quand même un conflit ancré dans l'histoire. C'est pas un conflit pour quelques arpents de terre. C'est un conflit pour une terre historique qui représente pour chacune des parties prenantes une histoire parfois sacrée. Et donc c'est un conflit identitaire avant d'être un conflit de frontières. Et au Karabakh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a parlé de modification de frontières, soi-disant l'Azerbaïdjan aurait changé la frontière. Mais en fait non, les frontières sont très stables. L'Azerbaïdjan, on peut regretter évidemment que le peuple arménien en ait autant souffert, mais l'Azerbaïdjan n'en a fait que revenir à la frontière internationale reconnue, qui est celle de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991. Donc il y a cette espèce de stabilité des frontières terrestres. En mer, c'est beaucoup plus compliqué. On va y revenir, ouais. On en parlera. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que dans le monde contemporain, on ne change plus les frontières. C'est très rare. La Crimée est une exception importante, mais c'est très rare qu'aujourd'hui, on change les frontières. Et c'est surtout très rare qu'on les change par la force. Comme une réponse à ces rapports de force qui existent donc par ailleurs, et contrairement à ce que la fin de la guerre froide pouvait laisser penser ou espérer, on n'a jamais autant construit de murs comme s'il fallait matérialiser ces frontières, sans que d'ailleurs il s'agisse nécessairement de frontières de droit, mais de frontières de fait, c'est le cas Proche-Orient. Comment est-ce que vous l'expliquez et à quoi ces constructions répondent-elles ? Alors d'abord, le mur, c'est pas le mur de la guerre froide, c'est pas les murs de Berlin. On fait toujours cette comparaison, enfin on fait souvent cette comparaison. 30 ans après la disparition du mur de Berlin, les murs sont de retour en Europe, mais attention, c'est pas du tout les mêmes murs. Le mur de Berlin, c'était pour empêcher de sortir. Le rideau de fer, c'était pour empêcher de sortir. Aujourd'hui, les murs contemporains, ou plutôt les barrières, parce que c'est rare que ce soit des murs de béton, c'est fait pour empêcher de rentrer. C'est quand même philosophiquement, juridiquement, éthiquement, très différent. Et ces murs et ces barrières, effectivement, ils se multiplient. Il y en a à peu près 70 aujourd'hui. La comptabilité est un peu difficile à tenir, mais en tout cas, il y en a énormément, de plus en plus. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les pays sont de plus en plus nombreux à vouloir marquer leur territoire, à démarquer et à délimiter leurs frontières. Ça n'a pas toujours été fait par le passé. On veut pouvoir dire, c'est ici chez moi, c'est ici chez toi. Et puis, deuxièmement, surtout,
les États sont de plus en plus nombreux à vouloir se prémunir contre les intrusions illégales, qu'il s'agisse de trafic, qu'il s'agisse de problèmes sécuritaires, la crainte du terrorisme, qu'il s'agisse aussi, mais ça c'est un nouveau type de contrôle, entre guillemets, de se protéger contre les pandémies. Donc c'est vrai que les murs ont beaucoup de succès. En Occident et ailleurs, c'est un phénomène mondial, hein. Les murs les plus longs, par exemple, sont en Asie du Sud. Le mur le plus long du monde, c'est entre l'Inde et le Bangladesh. Une barrière destinée à protéger, entre guillemets, l'Inde contre l'immigration illégale depuis le Bangladesh. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout un phénomène occidental. Pour le coup, la pandémie de Covid-19 a renforcé la conviction de certains que le salut viendrait de la fermeture des frontières ou des murs, ou en tout cas des limites. On a vu tous les pays du monde se couper les uns des autres, y compris ici au sein de l'espace Schengen, de manière extrêmement erratique. Là encore, comment le comprendre et avec quels résultats ? Alors ça, c'est toujours une réaction immédiate en temps de pandémie. C'est le cas depuis le Moyen-Âge. On essaye de se clôturer, de se murer, de se protéger. Bon, alors évidemment, ça va à l'encontre des principes de l'espace Schengen. Mais ces principes de l'espace Schengen, il a toujours été prévu qu'on puisse les suspendre en cas de nécessité. Le problème pour le dispositif de Schengen, c'est que ces suspensions sont de plus en plus fréquentes. Rappelez-vous la crise des migrants dans les années 2015-2017, où la libre circulation avait été suspendue plusieurs fois, y compris d'ailleurs par la France. Aujourd'hui, la pandémie, même chose. Donc la question, c'est est-ce que la liberté de circulation dans l'espace européen, qui est quelque chose d'assez unique au monde, même si certains pays africains essayent de développer le même dispositif, est-ce qu'elle va survivre à tous ces problèmes sécuritaires ou sanitaires ? Moi, je crois que oui, mais en tout cas, la frontière se montre encore une fois comme l'expression, l'affirmation de la souveraineté de l'État, et après tout, c'est à ça qu'elle sert d'abord. Mais à qui la pandémie a donné raison dans le fond sur cette question des frontières ? À ceux qui voudraient dire qu'on est plus en sécurité renfermé ou qu'on est plus protégés tous ensemble ? La vérité est un peu entre les deux. Certains ont voulu faire croire l'année dernière que la solution, c'était la fermeture des frontières. La fermeture physique de la frontière française est totalement impossible. De même pour l'ensemble des autres pays européens. On a besoin de travailleurs frontaliers, on a besoin d'importer, d'exporter. On ne peut plus vivre en 2021 dans un pays totalement clos. Donc la fermeture totale est impossible. En revanche, les responsables gouvernementaux qui ont dit il y a un an « ça ne sert à rien de limiter les flux frontaliers », avaient sans doute tort. On voit aujourd'hui que la limitation des vols, des trains, de la circulation en Europe est sans doute nécessaire provisoirement pour limiter, non pas pour arrêter, mais pour limiter la circulation du virus en Europe. Donc là, encore une fois, la frontière n'est ni bonne ni mauvaise, c'est toujours un symptôme. Et la vérité, comme dans beaucoup de domaines, se situe bien souvent entre les deux. Quelques mots d'un chapitre très intéressant qui concerne les frontières maritimes. L'occasion de redire que la France, d'ailleurs, a le domaine maritime, on le sait peu, le deuxième au monde derrière les États-Unis. C'est sur l'eau, écrivez-vous, que ce nationalisme s'exprime aujourd'hui bien plus que sur la terre, exemple en Asie ? Oui, effectivement, c'est le grand changement et c'est ce qui va marquer ce début du XXIe siècle. Les frontières terrestres sont à peu près stables, avec quelques exceptions, mais en mer, tout reste à faire. Or, nous sommes en phase de mise en œuvre d'une convention internationale qui s'appelle la Convention de Montego Bay, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui fixe les règles, en partie en application du droit coutumier qui existe depuis longtemps, mais qui fixe les règles de délimitation des frontières maritimes et qui permet notamment aux États qui ont un domaine maritime d'étendre leurs droits sur celui-ci dès lors que certaines conditions géologiques seraient remplies. Et c'est tout à fait passionnant pour la France qui pourrait avoir, si toutes ces demandes d'extension de ce qu'on appelle le plateau continental. Qui pourrait dépasser les États-Unis. Et qui pourrait dépasser les États-Unis. Donc la France, grâce à ses départements, communautés, territoires d'outre-mer, pourrait avoir d'ici quelques années le premier domaine maritime mondial. Mais dans tous les cas, c'est effectivement en Asie, notamment, que se jouent les nouveaux rapports de force internationaux. C'est en mer que les conflits frontaliers identitaires ou conflits de ressources nouveaux vont se jouer. C'est effectivement à la fois très complexe et tout à fait passionnant. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce livre que je renvoie donc ceux qui nous regardent à cet atlas. On a parlé d'Asie, on pourrait parler de Russie, d'Afrique, voilà. Beaucoup de choses, mais je voudrais vous poser une question avant de vous laisser partir. On parlait à l'instant de l'Asie et de la Chine. Quelques mots à propos de la convocation de l'ambassadeur de Chine ici à Paris après des propos injurieux, insultants tenus à l'égard de l'un des chercheurs de la Fondation pour la recherche stratégique que vous co-dirigez. Ce chercheur, c'est Antoine Bondaz, un chercheur réputé et respecté. La liberté, l'indépendance académique sont non négociables.
C'est non négociable et nous ne serons pas, nous, chercheurs français, en particulier chercheurs de la Fondation pour la recherche stratégique dont je suis le directeur adjoint, nous ne serons pas intimidés et nous sommes très heureux que le Quai d'Orsay ait manifesté de manière aussi claire et ferme sa solidarité envers la liberté d'expression. Et donc je me réjouis à un double titre, en tant que chercheur bien sûr, mais aussi en tant que directeur adjoint de cette fondation à laquelle Antoine Bondaz appartient. Je me réjouis de la position de fermeté du Quai d'Orsay. Nous ne pouvons pas être intimidés. Comment expliquez-vous qu'un verrou rhétorique semble avoir sauté à ce point? Pour citer quelques des propos tenus à l'égard d'Antoine Bondaz, Yen Fol, troll idéologique, c'est ce qu'a tweeté l'ambassade de Chine en France. Tout à fait. Il faut mieux en rire quelque part. Je crois que les Chinois sont aujourd'hui totalement, enfin les Chinois, l'État chinois, le Parti communiste chinois, la République populaire de Chine, il faut quand même le rappeler, est totalement désinhibée dans sa parole, a décidé que de toute façon maintenant elle allait se battre sur tout, sur tous les moyens, avec tous les moyens, sur tous les fronts, et que peu importe si cela doit lui coûter en termes de réputation, ce qu'elle cherche, c'est à impressionner. Et lorsque l'ambassade de Chine tient ce langage à l'égard d'un de nos chercheurs ou d'autres personnes, vous avez cité notamment les députés français, maintenant qu'elle cherche à sanctionner, eh bien, elle s'adresse d'abord à ses propres maîtres, à Pékin. Ils veulent d'abord montrer, ces diplomates, à mon sens, que ce sont de bons soldats de Pékin, et tant pis pour la réputation de la Chine. Je pense que c'est un très mauvais calcul, malheureusement, pour la République populaire de Chine. Ça ne marche pas, ça n'impressionne pas. Ça n'impressionne pas, et je crois que ça sera plutôt contre-productif pour l'image de la Chine dans le monde. Merci Bruno Tertrais d'avoir été notre invité ce matin dans Paris Direct, l'Atlas des frontières, donc aux arènes, avec Delphine Papin du Monde et... Chez Martine Laborde. Voilà, je voulais pas... Notre cartographe. Voilà, qui a signé les très belles infographies. Merci beaucoup. On se retrouve juste après la pause, nous, pour la suite de Paris Direct.